Elle est autrice de romans graphiques et illustratrice, et elle consacre beaucoup de ses livres aux grandes femmes de l'histoire. Elle a ainsi publié des romans graphiques sur Kiki de Montparnasse et Olympe de Gouges, scénarisés par son compagnon Jean-Louis Bocquet. Seule, elle a aussi publié un roman graphique sur Benoît de Groux. Sur la couverture, Benoît dit « Je n'aime pas la bande dessinée ». Et en cette rentrée, paraît Roman des Goscinny, Naissance d'un Gaulois, chez Grasset. Catel nous accueille dans sa bibliothèque et conseille 3 livres. L'un de Benoît de Groux, qui devient l'une des références du book club. Il s'agit d'Ainsi soit-elle, un essai sur le féminisme. Elle conseille aussi Moss, la BD culte d'Art Spiegelman, et Le bruit des clés, d'Anne Goscinny. Vous écoutez le Book Club, le podcast de Louis Média qui vous aide à renouveler votre bibliothèque. Et c'est Clémentine Goldzal qui est entrée dans celle de Catel. Catel Muller. Catel Muller ou Catel tout court d'ailleurs? Eh bien, c'est comme vous préférez, c'est Catel Muller, mais tout le monde m'appelle Catel. Je ne sais pas, c'est resté, donc on garde Catel. Catel, on est dans l'entrée de votre charmante petite maison de parisienne. Et il y a déjà des livres dans l'entrée, à droite. Est-ce qu'il y a des livres partout dans cette maison? Parce qu'il y en a dans le salon. Il y a ce que j'imagine être de la littérature à première vue. Ensuite, il y a énormément de beaux livres. Il y a des grandes bibliothèques de beaux livres. Et dans l'entrée, il y a ce qui me semble être des BD. À l'entrée de la maison, est-ce que vous pouvez me raconter ce qui se passe là à ma droite, jusqu'au plafond, hein, donc on est sur du, je sais pas, 2,5 mètres de haut, peut-être 3 mètres de plafond. Plutôt 3 mètres. Il y a 9 rayons et que de bandes dessinées là à l'entrée, puisque c'est d'abord mon métier, bien sûr. Et puis c'est tous mes amis dessinateurs, et puis les grands classiques aussi de la bande dessinée. Quand je parle de mes amis, là on parlait de Riyad Sattouf, de Baudouin, de Blutch, de beaucoup de dessinateurs. Il y a Brett Eché qui m'a inspiré toute ma jeunesse. Il y a Moebius qui était un grand maître pour moi et un ami. Ce mélange d'amis, de références. Il y a un peu. Est-ce que il me semble pas comme ça à première vue rangé, mais est-ce qu'il y a un ordre pour vous? Vous savez exactement où se trouve chacun de ses copains? Oui, moi je le sais vraiment parce que c'est moi qui les ai mis dedans, mais c'est pas un ordre alphabétique et c'est plutôt un ordre personnel. Et puis aussi par style de livre. Là, par exemple, on a beaucoup de romans graphiques qui sont des formats un peu plus petits, un peu plus épais. Alors, quelle est la distinction pour vous entre BD et roman graphique? Parlons de ça d'entrée de jeu parce que c'est très... Moi, personnellement, j'ai jamais vraiment compris. Effectivement, moi, je me base sur le format, mais est-ce que vous considérez que vous faites de la BD ou du roman graphique ou les deux? Ça dépend. Alors, pour moi, il n'y a absolument aucune différence entre la BD et le roman graphique. Le roman graphique, c'est de la bande dessinée, point. Et la bande dessinée, c'est quoi? C'est le rapport texte-image sur des séquences. Mais pour la plupart des gens qui ne connaissent pas la bande dessinée, le roman graphique a une consonance un peu plus littéraire. Et c'est vrai que ça peut être raccordé à un certain type de format dans les ouvrages, de beaucoup plus de pages que la bande dessinée classique. Et donc on a la possibilité dans le roman graphique, comme on peut se l'imaginer, d'avoir une beaucoup plus grosse pagination et peut-être un format un peu plus petit qui ressemblerait plus à un roman. Et je pense que les gens qui ont l'habitude de lire de la grande littérature, on va dire, sont plus réceptifs à ce genre d'ouvrage. Est-ce que vous les consultez souvent, ces livres-là? Vous les sortez de la... Parce que du coup, vous arrivez chez vous et à hauteur d'yeux, vous avez... Là, je pose mes clés. Hop. Je crois que tous les gens proches et que j'admire sont là quand même. J'ai besoin, en rentrant chez moi, de me retrouver avec mes amis. Alors peut-être on peut passer à un deuxième pan de bibliothèque. Je vous laisse choisir lequel. Que j'ai là. Alors là, on est vraiment dans de la littérature. Plutôt les romans, les essais. Alors là, sur les 2 premiers rayons, même 3 presque, ce ne sont que des femmes. Ah. Ce sont surtout beaucoup d'amis. Alors d'amis réels qui sont, par exemple, Tilde Barboni qui vient de m'envoyer Elisabeth ou la dérobade amoureuse, mais on trouvera L'involontaire de Blandine de Caunes, par exemple.
Par exemple, Agnès Soral, que je connais bien, Mylène de Mongeau, avec qui j'ai travaillé, Virginie Despentes, que je connais. Voilà, il y a beaucoup de femmes que je connais, que j'ai rencontrées, dont j'apprécie le travail. Évidemment, il y a toute l'œuvre de Benoît de Groux. Donc ça, c'est les rayons littéraires de femmes, amies, ES, féministes. Voilà, tout ça. Georges Sand, je travaille actuellement sur elle. Madame de Lafayette. Voilà. Et puis sinon, bien sûr, des amis hommes aussi. J'en ai finalement aussi. Ça, c'est un étage au-dessus. Effectivement, les hommes sont tous ensemble avec Virginie Despentes qui est perdue au milieu de... Voilà. Vernon Subutex 3. Mari, José Bocquet, quand même. Ah, c'est pas mal. De lui, un seul, là, mais les autres sont en haut. On évite un peu de mettre nos livres dans nos bibliothèques, quand même. C'est très... C'est très éclectique. Hein. Puis on va trouver Denis Westhoff sur sa mère, Françoise Sagan. Oui, c'est pas super bien rangé, il faut bien l'avouer. En plus, les livres, ils bougent beaucoup chez moi. Ça rentre, ça sort. C'est ma bibliothèque. José Bocquet, il a la sienne. Et c'est certainement beaucoup mieux trié que moi. C'est quand même pas... je suis pas extrêmement stricte sur mes rangements. Voilà, c'est un peu un mélange de choses, mais ça aussi, ça bouge pas mal. Hein. J'ai les livres là que j'ai lus, et puis aussi qui sont souvent en rapport avec les livres que je fais moi-même. Donc, quand j'ai besoin de documents, par exemple la Voltaire, j'ai dû lire beaucoup de choses sur Voltaire et voir des images. Donc, En fait, les livres, c'est vraiment pour vous, on n'y pense pas au premier abord, parce que c'est vrai qu'on vous imagine comme une dessinatrice, auteure de romans graphiques, mais vous êtes une chercheuse, c'est quasiment universitaire le travail que vous faites en fait pour les livres, comme vous faites beaucoup de biographies. Ah ben oui, forcément. Quand on fait une biographie comme ça sur un personnage, et puis José Bocquet, c'est pire que moi, parce que lui, il est scénariste, mais il m'arrive aussi d'être scénariste sur mes livres. Mais il est impossible de contourner, quand on parle de l'histoire d'une personne, toutes les personnes qui les entourent aussi. Et donc, quand on veut faire parler Voltaire, Condorcet, Mirabeau ou Marie-Antoinette, il faut lire les biographies sur eux, il faut lire leur propre voix, avoir leurs propres mots pour pouvoir les mettre dans des bulles et pouvoir finalement avoir leur petite musique et évidemment le contenu de leurs paroles. D'accord, donc en fait, c'est plus une logique de biopic. Oui, absolument. D'ailleurs, on appelle ça un biographique. C'est tout à fait le type du biopic. Et pour faire des dessins de situation, là, je vais vous en montrer un, par exemple. Là, je veux faire une scène, par exemple, vous voyez, de Kiki de Montparnasse qui danse au bœuf sur le toit. Je suis à moi-même plusieurs personnes qui feraient un film. Vous voyez, je fais les décors, les costumes, la lumière. Là, il faut penser à tout. Et donc, il faut avoir de la doc sur tout, finalement. Et parce qu'actuellement, on travaille sur un autre sujet qui est Alice Guy, la première cinéaste, qui a fondé avec Léon Gaumont la société Gaumont. Elle a fait plus de 500 films et elle a totalement disparu de l'histoire du cinéma. Notre travail, c'est un petit peu de mettre en lumière ces oubliés de l'histoire qui pourtant ont marqué l'histoire. Vous avez écrit beaucoup de biographies, peu d'autobiographies, a priori, même si donc vous vous mettez en scène en train d'interviewer vos sujets. Quelle est la part? Est-ce que votre travail a une dimension cathartique? Est-ce que vous exorcisez des parts d'histoire familiale? Alors ça, c'est très drôle, parce que j'ai commencé la bande dessinée à peu près en même temps que Marjane Satrapi. Et je l'ai vu réaliser petit à petit son Persépolis. Et j'avais trouvé ça génial. Moi, je racontais des histoires d'une trentenaire qui s'appelait Lucie, ma petite vie, la Bridget Jones. Avec mes soucis nombrilistes contemporains, je me suis beaucoup amusée, mais très vite, je me sentais tourner en rond. Et je vois cette Marjane Satrapi qui raconte l'histoire de l'Iran, sa propre histoire. Et je rentre chez ma mère et je lui dis « Mais quand même, j'ai vraiment une vie de merde, hein, j'ai rien à raconter. Des parents qui n'ont pas divorcé, du bonheur, de la légèreté, mais rien, pas une guerre, pas un deuil, mais que dalle, c'est nul ma vie. » Et ma mère était hallucinée et elle m'a répondu très fermement « Peut-être qu'il y en a qui se sont dévoués pour toi et qui ont vécu des choses difficiles pour que tu puisses être là aujourd'hui et libre. Tu devrais peut-être y penser. Il y en a peut-être même qui ont laissé leur peau à ça. » Et ce qui est sûr, c'est que ma mère, à l'âge de 15 ans, m'a mis entre les mains, ainsi soit-elle, de Benoît de Groux. Et voilà où j'en arrive, c'est que des gens comme Benoît et d'autres se sont battus pour nos libertés. Ont écrit, ont vécu des choses difficiles, ont été à la guerre parfois, ou se sont mises vraiment en danger. Je pense à Olympe de Gouges, qui a écrit la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, et qui a fini par se faire guillotiner pour ses idées d'égalité, simplement. Et voilà, donc c'est vrai que tout à coup, ça m'a paru évident
que ce que j'avais raconté, c'était rendre hommage à ces femmes qui s'étaient battues pour que moi, je puisse, dans ma petite vie, raconter mes histoires de trentenaires célibataires qui avaient des gros problèmes quand même, de trouver le bon amoureux. Et puis après, c'était la grande rencontre avec José Louis Bocquet, qui a compris exactement ce que j'avais envie de faire et qui m'a dit, on va faire peut-être une biographie, en tout cas sur une femme formidable, méconnue, mais qui a laissé une trace indélébile dans l'histoire de l'art. C'est Kiki de Montparnasse, le modèle de Man Ray, qui a laissé cette photo où elle est nue de dos avec ses ouïes de violoncelle, qui est la photo la plus vendue au monde. Et on sait qui est Man Ray, on sait que cette photo a été l'icône du surréalisme, mais on ne savait absolument rien sur Kiki de Montparnasse, qui était une égérie des années 20. On venait du monde entier à Paris, à Montparnasse, pour voir la Tour Eiffel et Kiki de Montparnasse. Et donc, c'était pour nous le déclencheur pour raconter cette histoire. Alors, on se retourne et on tombe sur encore un autre pan de bibliothèque. Alors là, au milieu trône une chaîne stéréo que je qualifierais de vintage. Et là, c'est des gros livres. Il y a 7 étages de bibliothèque pour mettre des grands livres. Et ça, c'est moi qui avais dessiné d'ailleurs ces bibliothèques à l'époque, parce que je voulais les faire construire de cette façon-là. Il y a une forme d'ordre un petit peu historique. Par exemple, là, on a toute une collection encyclopédique de l'histoire de l'art, avec des classiques de l'histoire de l'art, Michel-Ange de son temps, Botticelli, Giotto, Rembrandt. Ensuite, il y a tout l'univers qui nous a beaucoup intéressés, José Louis Bocquet et moi-même, autour de Kiki de Montparnasse. Ça a toujours été, de toute façon, l'univers qui m'intéressait. C'est d'ailleurs, je crois, à cause de cet univers qu'on a fait Kiki. Donc c'est le Paris du début du XXe siècle. Et c'est le Paris des années folles, et c'est une apogée dans l'art, dans la peinture, dans toutes les expressions. Là, au-dessus, donc les 2 étages du dessus, là, il y a une sorte de tour du monde de la photographie. Donc, un livre sur qui s'appelle « Qui a peur des femmes photographes ?» Il y a beaucoup de femmes qui sont devenues photographes. Elles se sont vraiment emparées de la nouvelle photo, la nouvelle graphique photo. Elles ont mis du temps, alors, en comparaison, à s'imposer, en fait, dans le monde de la BD et du roman graphique. Est-ce que c'est parce qu'il y avait des garde-fous dans le milieu de l'édition de BD qui empêchaient les femmes d'accéder à la publication ? Alors, ça demanderait une vraie étude, ça. Ouais. Mais d'après ma petite expérience personnelle, déjà, j'ai pu constater que c'était pas vraiment une question de forme. Dans la bande dessinée, il y a le fond aussi. Et ce que racontaient les histoires de femmes, comme dans la littérature dite féminine, c'était féminin. Parce que la bande dessinée, comme la littérature, est au départ masculine d'emblée. Et donc, je pense que les sujets, la façon dont les sujets étaient traités, ça dérangeait, donc ça ne devait pas exister. Surtout que s'il est accepté aujourd'hui que les lectrices de polar, par exemple, sont des femmes, donc on accepte qu'il y ait des romans, des polars avec des personnages de femmes forts, on considère que le lecteur de BD est un lecteur, justement. Absolument. Ouais. Le lecteur de BD est un lecteur. Et donc, on trouve un terme, d'ailleurs. On dit un polar, on dit de l'heroic fantasy. Mais pour les histoires de filles, c'est très vite de la chiclite, de la littérature de chicken, de poulette. Donc, c'est tout à fait sexiste. Et pourtant, finalement, les femmes sont arrivées petit à petit à s'imposer aussi. Moi, quand j'ai démarré la bande dessinée, on était 7% fin des années 90. Et maintenant, il y a 30% de femmes. Et il y a un vrai lectorat maintenant féminin. Donc, les choses évoluent, bien heureusement. Mais il a fallu quand même se battre un peu. Alors, Catel, nous sommes maintenant dans votre salon, face à donc ces bibliothèques qu'on vous a décrites, dont la bibliothèque de livres de photos et votre bibliothèque des amis, que j'ai décidé d'appeler la bibliothèque des amis. Et vous allez maintenant nous choisir 3 livres que vous avez été pêchés un petit peu partout, que vous avez choisis comme étant des livres qui sont chers à votre cœur. Mais ces 3 livres, chacun à leur manière, sont des livres d'éveil, des livres historiques aussi qui éclairent des grands personnages du XXe siècle. Je vous laisse choisir par lequel vous voulez commencer. On va peut-être commencer par Maus de Art Spiegelman. Maus, c'est donc un des chefs-d'œuvre de la BD et du roman graphique qui a reçu le prix Pulitzer en 1992 et qui a paru aux éditions Flammarion en 1992 en traduction française. C'est l'histoire d'Artie, un dessinateur new-yorkais qui se met à interroger son père sur son histoire personnelle et familiale. Et son père est un survivant de la Shoah qui est né en Pologne dans les années 20, qui a vu la montée du nazisme, qui a vécu dans le ghetto
en Pologne, avant d'être déporté à Auschwitz, en même temps que la mère de l'auteur. Et quand son fils Artie, qui est dessinateur de bande dessinée, commence à interroger ce père sur vraiment un homme vieillissant, il en fait un portrait absolument poignant sur sa vie. Toutes les dynamiques familiales se déploient dans un récit qui est vraiment sur 2 époques et qui pour ça rappelle, je trouve, vraiment votre travail. Est-ce que vous pouvez d'abord me dire la première fois que vous avez découvert Maus, dans quelles circonstances c'était ? Eh bien, c'était lors de mes études aux arts décoratifs à Strasbourg que j'ai découvert Maus. Ça a été un coup de cœur, un coup de poignard aussi sur cette histoire révélée de cette façon-là. Déjà l'histoire, la force de l'histoire, ce récit tellement poignant, tellement dur, tellement presque irréel de douleur, d'émotion, de regard sur l'histoire. Et quand j'ai découvert ça, je me suis dit, on peut faire de la bande dessinée en racontant des histoires comme ça, en noir et blanc en plus. C'était pas justement le format classique des albums que j'avais découvert jusque-là. Ça, c'était quelque chose que je n'avais jamais vu. Et je crois que c'est la première fois qu'on voyait une histoire réelle racontée de cette façon-là. Voilà, alors ça m'a profondément marqué. Et puis, ce livre, je l'ai lu et je l'ai mis de côté pendant des années. Je l'ai offert plein de fois à plein de gens parce que je savais que c'était le livre culte. Et je m'étais même pas rendu compte que, oui, il m'a imprégné à ce point-là. Donc, j'ai bien fait de choisir ça parce que c'est exactement ce qui m'a fondée, en réalité. Sur le dessin de Maus, c'est un dessin, comme vous disiez, en noir et blanc, assez simple, en fait, d'une certaine manière, assez stylisé, je dirais quasiment. Il y a donc cette idée exceptionnelle dans Maus de représenter les Juifs comme des souris, les nazis comme des chats, les Américains comme des chiens et les Polonais comme des cochons. Qu'est-ce que vous en pensez, en fait, de ce trait ? Parce qu'à la fois, il y a aussi des paysages très élaborés. Ah oui, je trouve ça extrêmement intéressant. En plus, il est parti effectivement d'un concept assez curieux qui est le dessin animalier, qui a priori est enfantin. Il en a fait un style graphique difficile, dur. Alors, il disait une chose très intéressante, Art Spiegelman. « Je dessine pour rendre visible ce que je ressens. J'ai toujours pensé que le dessin était au service de l'idée qui lui donnait forme. On ne peut pas tricher avec ça. » Et je crois que c'est la force de ce qu'il fait, c'est qu'il essaye de polliniser, en fait, cet art dit mineur, la bande dessinée, avec le grand art, parce que c'est quand même très pictural ce qu'il fait. C'est pas pour moi du tout du dessin naïf, c'est au contraire un dessin assez sophistiqué, même s'il a l'air brut. Et sur la thématique principale de Maus, donc c'est à la fois, je le disais en introduction, un livre sur la filiation, vraiment, sur l'héritage, et clairement un livre sur la Shoah. Mais donc, pourquoi cette thématique au-delà de la réussite artistique de Maus, ce que ça raconte, est-ce que ça, pour vous, c'est un récit qui vous est particulièrement cher ? Ben oui, je trouve ça particulièrement intéressant, ce décalage de génération. Ce père qui finalement ne voit même pas l'intérêt de son histoire, pourquoi raconter des choses horribles, revenir sur le passé, remettre le couteau dans la plaie. Lui, finalement, il a grandi, le fils, sans savoir ce qui s'était passé, mais avec une boule dans le ventre. En plus, sa mère s'est suicidée quand il était jeune. Et il disait que dans l'appartement de ses parents immigrés, les comics avaient véritablement construit sa relation au monde. Donc lui, il a grandi avec la bande dessinée, mais il n'a pas grandi avec sa propre histoire, qu'il ne connaissait pas. Mais d'un autre côté, on peut aussi comprendre la douleur du père qui, dans un moment de désarroi, a voulu rayer le passé. C'était trop douloureux pour lui. Donc on peut aussi comprendre qu'il y a un problème de vécu, que l'histoire doit passer dessus, prendre le temps, le recul pour pouvoir raconter ces horreurs. Il y a quelque chose qui se pose, je trouve, avec Maus, c'est l'idée de ce que le dessin autorise en représentation, que peut-être autorise moins le cinéma. Est-ce que vous croyez que pour des sujets comme ça, à la fois très durs ou même des sujets historiques globalement, le dessin a une place à prendre mais je pense que c'est presque l'âge d'or de la bande dessinée maintenant, parce qu'on peut s'emparer de tous les sujets avec la bande dessinée. Et j'ai eu envie justement de pouvoir l'exploiter en rencontrant mon idole de mes 15 ans, c'était Benoît de Groux, puisque quand ma mère m'a donné ce livre, je suis tombée de ma chaise dans ma petite ville alsacienne où il n'y avait pas de problème, pas de divorce, pas de douleur, où les filles pouvaient s'exprimer librement. J'ai découvert que la moitié de l'humanité souffrait atrocement.
Je m'étais dit un jour, je veux rencontrer cette dame, mais comment je pourrais rencontrer cette dame et juste lui dire bonjour et toute mon admiration, comme à peu près 1 million de femmes qui l'ont lu. Et quelques temps après, le journal Libération m'a proposé de faire un portrait en bande dessinée de quelqu'un de mon choix, 2 pages. Et je me suis dit, c'est peut-être l'occasion de demander à Benoît de Groux si elle serait OK que j'en fasse un portrait en bande dessinée. Et puis, voilà, je l'ai rencontrée. Elle n'a pas trop compris ce que je faisais. Elle a pensé que j'étais une journaliste. Et elle m'avait un peu envoyé expédier en me disant, voilà, je réponds à vos questions, mais j'ai pas le temps, je termine mon manuscrit. Et une fois qu'elle avait répondu à mes questions, j'ai dessiné. Et quand elle est revenue, elle a vu les dessins. Elle m'a dit, oh, mais vous dessinez bien, c'est intéressant, mais vous faites quoi? Mais vous êtes journaliste. Voilà. Et là, la discussion a commencé parce qu'il y avait les dessins. Elle avait été éduquée au dessin. Et donc, on avait un vrai passage, un vrai pont entre nous qui a fait que ça a été un peu plus qu'une journaliste traditionnelle. Et puis la bande dessinée est sortie dans Libé. Je crois qu'elle ne se rendait pas bien compte de ce que c'était. Elle n'avait pas trop compris, mais bon, elle voyait sa maison, elle avait l'air contente. Et puis très vite après, a germé l'idée d'en faire une bande dessinée, voilà, puisque cette double page avait eu du succès dans Libé. Et puis je lui propose, elle me dit oui tout de suite. Bon, alors extraordinaire, on signe un contrat, mais dans la semaine, tout allait bien. Et 3 mois ont passé, j'ai commencé à travailler, à potasser ses livres, à l'interviewer. Tout se passait formidablement bien jusqu'au jour où, de fil en aiguille, on parle d'art, de musique. Et elle me dit, oui, enfin, c'est pas comme la bande dessinée pour les illettrés. Et là, je tombe de ma chaise, je lui dis, mais Benoît, je fais une bande dessinée sur vous. Elle me dit, non, vous allez réduire ma vie dans des petites cases et ma pensée dans des petites bulles. Et là, le monde s'est effondré sous moi. On est devenues des copines et j'étais plus en fascination absolue sur elle. J'ai découvert l'autre partie de Benoît qui était moins marrante, qui était quelqu'un qui pouvait être dur, qui avait ses idées, qui pouvait être blessante aussi, mais qui était d'une intelligence extrême et d'un humour incroyable et qui a pu surmonter son dernier blocage. Et moi, j'ai pu surmonter ma vexation et on a pu trouver un terrain d'entente et faire une expérience ensemble qui a duré finalement des années. Et elle ne voulait plus que ça s'arrête parce qu'on s'amusait bien et on s'engueulait. Et quand on s'engueulait parfois, elle me écrivait des lettres. J'en ai déjà des classeurs entiers de lettres où elle me disait nos disputes me manquent, reviens tout de suite. Et donc tout ça, en fait, le livre qui est sorti s'appelle Ainsi soit Benoît de Groult, et c'est donc une référence directe à Ainsi soit-elle, qui est le second livre que vous avez choisi. Ainsi soit-elle, c'est un livre qui est apparu en 1975 aux éditions Grasset et qui est aujourd'hui disponible en livre de poche. Donc, un livre de Benoît de Groult. Benoît de Groult, elle est née en 1920, elle est morte en 2016. Elle était écrivaine, essayiste, féministe, grande féministe française. Elle a écrit des romans et aussi plusieurs livres de mémoire. Et en 1975, elle a 35 ans et elle fait son coming out féministe. Et elle écrit ce texte assez court qui s'appelle Ainsi soit-elle, qui est un vrai manifeste pour la condition de la femme. Alors, pour resituer un petit peu historiquement, on est évidemment après 1968. On est en 1975, c'est l'année où l'avortement est légalisé. Et elle se situe vraiment dans le sillage d'une pensée féministe très contemporaine qui, évidemment, a Simone de Beauvoir comme grande marraine. Et elle observe vraiment à ce moment du retour de bâton, du backlash, comme ensuite ça a été appelé. C'est-à-dire qu'après 68, où les femmes ont brûlé leur soutien-gorge et cru que ça allait être gagné, on est en 75, l'avortement est légalisé et en même temps, à la fois d'un point de vue politique et d'un point de vue domestique et intime, les femmes ont encore du mal à avancer. D'ailleurs, c'est quand même assez affligeant quand on relit ce livre et qu'on voit où on en est aujourd'hui, c'est-à-dire plus de 40 ans plus tard, tout reste assez d'actualité. Elle aborde vraiment les différents aspects de la condition de la femme et de la condition de la femme féministe. Elle dit une phrase de Virginia Woolf qui est très intéressante. « L'histoire de la résistance des hommes à l'émancipation des femmes est encore plus instructive que l'histoire de l'émancipation des femmes. Un droit qu'on n'exerce pas est un droit qui meurt. Une liberté dont on oublie le prix est une liberté en péril. » Et je crois que ça, c'est une phrase importante parce que c'est vrai que les femmes sont vraiment opprimées par les hommes de façon visible ou invisible. Et on n'arrive pas à évoluer parce que cette résistance à l'évolution, elle est extrêmement puissante. Elle est extrêmement puissante et elle est un peu partout. Parce que quand les hommes comprendront et liront ces livres de femmes, malheureusement qui sont beaucoup plus lus par les femmes, mais quand les hommes les liront enfin un jour,
ils comprendront que c'est dans leur intérêt aussi que la femme soit à leur égale, parce qu'une partenaire à son niveau, c'est quand même plus intéressant que d'avoir un être soumis avec qui on ne peut pas partager de la même façon. Et voilà, c'est pour ça que c'est très important que ce livre continue d'exister, continue à être lu. Elle disait, Benoît, là, j'ouvre une page au hasard, mais de toute façon, je peux en ouvrir n'importe où, c'est toujours très intéressant. Il faut enfin guérir d'être femme, non pas d'être née femme, mais d'avoir été élevée femme dans un univers d'hommes, d'avoir vécu chaque étape et chaque acte de notre vie avec les yeux des hommes, selon les critères des hommes. Ce n'est pas en continuant à lire les livres des hommes, à écouter ce qu'ils disent en notre nom ou pour notre bien, depuis tant de siècles que nous pourrons guérir. C'est une pensée par ailleurs qui est aussi, c'est un livre qui est intéressant parce qu'il ouvre vraiment sur, il est plein de références. Vous avez cité la Virginia Woolf, mais elle cite énormément d'autres féministes à qui elle rend hommage, et du coup c'est un livre qui peut servir vraiment de petit précis d'éducation féministe, quoi. Comme ça a été le cas pour vous vraiment. Est-ce que vous avez découvert de sa pensée en live était conforme à ce que vous en aviez lu? Eh bien, oui, bien sûr. Bien sûr, c'était extrêmement passionnant. C'était d'ailleurs toute l'essence même de notre rencontre, c'est qu'elle m'explique et à travers sa vie, parce qu'elle l'a vécu dans sa chair, le féminisme. À l'âge de 20 ans, elle n'avait pas le droit de vote. Elle a été enceinte, elle a dû avorter avec des aiguilles à tricoter parce qu'il n'y avait pas d'avortement légal. Elle a donc mis sa vie en péril. Elle n'avait pas le droit d'exercer un métier sans l'accord de son mari. Elle n'avait pas le droit d'utiliser son chéquier sans l'accord de son mari. Enfin, elle a vécu des choses qui nous paraissent la préhistoire, nous. Et pourtant, c'était hier matin. Donc, elle sait de quoi elle parle. Et en plus, elle reste vigilante et elle ne se laisse jamais piéger. Même quand on lui fait des compliments, ou que certains hommes, je l'ai vu à une émission de radio, un homme qui lui disait, par exemple, un chef d'entreprise qui disait, moi, je suis complètement d'accord avec vous parce que j'emploie des femmes, parce que je les trouve beaucoup plus douces, elles sont beaucoup plus gentilles, on a besoin de cette douceur, de cette féminité. Elle a dit, je vous arrête tout de suite. Alors là, si vous employez les femmes pour ça, il vaut mieux employer quelqu'un d'autre, parce que les femmes, c'est comme les hommes, elles sont ni plus douces, ni plus imbéciles, ni plus intelligentes, elles sont des êtres comme les autres. Nous sommes la moitié de l'humanité, il y a de la douceur chez les hommes, chez les femmes. En tout cas, je trouve que ça évolue un petit peu quand même. Là, c'est en train de bouger et j'en suis vraiment heureuse pour elle. J'espère qu'elle peut peut-être se rendre compte de là où elle est. Vous n'avez pas eu la chance de rencontrer vos autres sujets de romans, comment vous avez appelé ça? Oui, une biographique. Et c'est vrai que c'est de biographique, puisqu'elles sont... Oui, ça a été la première biographique sur quelqu'un de vivant. Et tous les jours, on me suggère de faire tel ou tel. Et bon, après, je pourrais faire un catalogue. Alors, moi, je fais plutôt 350 pages. Donc, pour rentrer dans la vie de quelqu'un, il me faut du temps, il me faut 3 ans. Il faut que ce soit lent et long et fouillé. Je ne peux pas faire ça en quelques mots. Et donc, il faut faire des choix drastiques. Et à une soirée, c'est justement Blandine de Caunes, la fille de Benoît de Groux. Eh bien, il y avait Anne Goscinny qui m'a demandé si je voudrais faire une biographique sur son père, parce qu'elle avait lu Benoît de Groux et elle trouvait ça formidable. Elle aurait vu une biographique sur son père. Et je lui ai dit, non, ça va pas être possible. Elle s'est beaucoup vexée, parce que quand même, son père, c'est le grand auteur de bande dessinée. On peut pas passer à côté de son père, surtout quand on vous l'offre sur un plateau comme ça, avec de la documentation, des photos, des récits. Et comme mon vecteur était plutôt des portraits de femmes, elle a bien dû reconnaître que son père n'était pas une femme. Et puis on s'est revus un peu après, elle était un peu vexée, je voulais m'excuser. Elle m'a raconté sa vie, sa souffrance. C'était une fille qui a perdu son père à l'âge de 9 ans, et puis sa mère qui a une dizaine d'années après d'un cancer, et qui s'est retrouvée orpheline avec un tas d'or sur la tête qui était Astérix quand même à gérer. Et puis elle m'a énormément touchée, et j'avais ses livres chez moi. Et je venais d'acheter Le bruit des clés qui venait de sortir. Qui est le 3e livre dont vous avez choisi de nous parler. Quelle transition merveilleuse. Qui m'a fait pleurer, parce que c'était après cette soirée que j'ai lu Le bruit des clés. Donc je l'ai revu pour qu'elle me dédicace ce livre. Et là, on est tombés en amour, à amitié, je ne sais pas, l'une de l'autre. Et je me suis dit, il faut faire quelque chose, mais quoi ? Et je lui ai envoyé un mail en disant, et pourquoi on ne ferait pas le roman des Goscinny, c'est-à-dire l'histoire de ton père à travers tes yeux de fille ? Parce que toi aussi, tu es une héroïne de la vie assez incroyable, une fille qui se retrouve avec un héritage incroyable et en même temps qui a perdu l'essentiel. Tu as un portrait de femme très intéressant et tu es écrivaine et tes livres me touchent, enfin, il y a quelque chose à faire. Et elle ne m'a pas répondu pendant 1 semaine, 2 semaines, 1 mois. Et puis je reçois un mail, depuis votre message, je vais voir mon psy tous les jours. Et puis le lendemain matin, voilà, c'était parti, tape là, on y va. Et puis depuis, on ne s'est plus quittés, quoi.
On a passé nos vacances ensemble. Toutes les semaines, on s'appelle, on se voit, on se parle. Elle m'a donné tout le matériel qu'elle avait sur son papa, 1000 pages d'interviews de son père, que j'ai pu mettre bout à bout, reconstituer un puzzle pour faire l'histoire de son père. Et son histoire à elle aussi en parallèle, et elle qui raconte. Et voilà, je l'ai mise un peu en dialogue, comme je me suis mise en dialogue avec Benoît. Et donc, je parle à la fois d'un mort, mais il y a une vivante. Et puis, il y a son bruit des clés, voilà, ce livre, sa dernière lettre à son père, qui est un de mes livres cultes aussi, que j'offre, parce que je le trouve tellement beau et tellement fin. Le bruit des clés, c'est donc un court livre qui est paru en 2012 aux éditions Nil, et c'est un livre qui est sorti dans une collection que j'aime beaucoup, moi, qui est une collection où un auteur adresse une lettre à la personnalité de son choix. Anne Goscinny, qui est donc la fille du scénariste de BD René Goscinny, a choisi d'adresser une lettre à son père. Elle était elle-même critique littéraire et écrivaine, elle avait déjà écrit des romans. Et elle a écrit donc en 2012 cette adresse à son père, qui est mort quand elle avait 9 ans, de manière extrêmement soudaine en 1977. Et en s'adressant à son père, elle raconte à la fois sa famille, sa mère qui est malade d'un cancer et qui va finir par l'emporter. Elle raconte aussi son oncle et sa tante, l'histoire de cette famille qui est marquée par la Shoah. Il y a une très belle scène où elle va visiter son oncle à New York, qui est un ancien déporté, et qui lui raconte ça. C'est un livre à la fois tendre et poignant qui raconte l'histoire, encore une fois, comme vous le disiez, d'une petite fille qui s'est retrouvée orpheline. Le bruit des clés dont elle parle, c'est le bruit que faisaient les clés de son père quand il les jetait dans le porte-clés à l'entrée quand il revenait à la maison le soir. Et un matin, ce père est parti en lui disant « Je crois que je verrai ce soir mon petit chat ». Et il est jamais revenu. Et c'est un livre dans lequel je trouve on retrouve qui fait le lien en fait entre Ainsi soit-elle et Maus, où on retrouve des choses qui semblent être quand même chez vous des obsessions, l'idée de l'absence, l'idée de ce massacre de masse qui a quand même qu'on retrouve en l'occurrence vraiment 2 livres sur 3 des livres dont vous avez choisi de parler, et l'idée de ces petites filles ou de ces enfants qui grandissent sans père. Est-ce que quand vous avez lu Le bruit des clés, donc vous connaissiez déjà Anne Goscinny, mais pas très très bien, vous l'avez un peu découverte à travers ce livre aussi? Oui, je l'ai découverte complètement avec ce livre. Je l'avais découverte dans ses autres ouvrages, qui étaient Le bureau des solitudes, Le voleur de mer. Mais là, elle était à vif. Et puis son écriture, avec des petits détails qui racontent tout ce qu'elle est. Quand son père est mort, elle dit « La première chose à laquelle j'ai pensé quand j'ai compris seul que tu étais mort, c'est « Papa n'a plus d'oreilles, il ne m'entendra plus. Pourquoi les oreilles ?» Un seul trousseau de clés jeté sur le meuble de l'entrée. Tu étais mort, voilà. Bruit anodin qui pourtant allait guillotiner mon enfance. Voilà, c'est aussi truffé de petites phrases comme ça, partout, qui sont très belles, qui sont à la limite de la poésie et de l'émotion brute. Mais je pense que c'est justement tout enfant a peur du malheur. Enfin, on est tous, tout humain a peur, est angoissé par la mort, par le vide, l'abandon. On a tous cette peur en nous. Et moi, j'étais extrêmement gâtée, en fait, parce que j'ai pas du tout eu tout ça dans mon enfance. J'étais très riche, et j'allais un peu distribuer aux plus pauvres, comme Anne Goscinny. D'ailleurs, elle me l'avait dit au début quand on s'est rencontrés. Elle m'a dit « J'ai vu que tu avais tes parents dans le livre sur Benoît de Groux. » Je lui ai dit « Oui, c'est vrai. » Elle me dit « Mais tu sais que tu es plus riche que moi ?» Je lui ai dit « Oui. » Elle m'a dit « On va pouvoir s'entendre. » Et c'est évident, elle avait perdu l'essentiel de sa vie. Qu'est-ce qui peut acheter l'absence d'un père, d'une mère dans la vie? Elle pouvait avoir tout l'argent, le succès du monde, il lui manquera toujours un essentiel. Et elle passe sa vie à combler ça, et elle est arrivée avec une force inouïe. Et moi, c'est ce que j'admire chez elle, parce qu'elle avec la force de son poignet, elle a écrit, mais elle a fondé une famille avec un homme qu'elle aime, qui la protège. Elle a 2 enfants formidables. Elle a une vie formidable. Elle accueille tout le monde dans une sorte de phalanxère artistique l'été dans le sud. Le reste du temps, elle s'occupe de ses enfants. Elle écrit, elle travaille. Elle fait tous les rôles d'une femme accomplie. Et je trouve qu'elle est arrivée à vraiment avoir une vie remarquablement riche et intéressante
en portant ce fardeau d'être la fille d'eux quand même, parce que ça a des bons côtés, mais ça en a beaucoup de mauvais, qui fait qu'elle est tout le temps sollicitée pour remémorer son père, elle n'a pas le droit de pleurer, elle n'a pas le droit d'être émue, elle doit juste tout le temps répéter les mêmes choses et tout le temps rendre hommage et donc tout le temps remettre le couteau dans la plaie. Et ce livre, Le bruit des clés de Anne Goscinny, votre exemplaire lui aussi extrêmement annoté, oui. Vous l'avez annoté en le lisant ou en retravaillant dessus ? Alors celui-ci, j'en ai acheté, je sais pas, 37 ou 42 exemplaires, je ne sais plus, pour l'offrir à droite et à gauche, parce que vraiment, je le trouvais extrêmement touchant. Mais celui-ci en particulier, vous voyez, il est tout sale, il est plein de crayons. C'est celui qui m'a servi pour la bande dessinée que je fais sur le roman de Goscinny, puisque j'ai récupéré certaines phrases d'Anne que j'ai mis directement dans des flashbacks, en fait, de son histoire, où elle raconte, voilà, ce qui lui a manqué, comment elle est allée voir par exemple le cardiologue qui a, après elle, tué son père avec un flingue dans la poche pour tuer ce cardiologue. Parce que son père est mort chez le cardiologue d'une crise cardiaque. Voilà, et d'ailleurs la loi a changé après ça, on n'a plus le droit de faire des tests cardiaques chez les cardiologues. C'est la loi Goscinny, si on peut dire. Voilà, le cardiologue l'avait poussé. D'ailleurs, sa femme était à côté de lui et Goscinny a dit « Mais j'ai mal au bras, j'ai des fourmillements, je me sens mal, j'ai chaud. » Et le cardiologue lui a répondu « C'est rien, monsieur Goscinny, continuez, forcez un peu. » Et voilà, il a continué et il s'est écroulé, il est mort. Et Anne, à l'âge de ses 18 ans, a voulu aller tuer le cardiologue et c'est ce qu'elle m'a raconté et ça commence comme ça. Les 3 livres que vous avez choisis dévoilent énormément de vous. Vous avez été à la rencontre de certaines choses et il y a encore certaines choses qui restent à découvrir sur vous et en même temps, c'est des choses que vous explorez dans votre travail. Enfin là, pour le coup, je ne veux pas sembler trop psychanalytique, mais il y a quelque chose de très intime quoi, qui se dévoile dans votre travail où chacun c'est comme un billard à 3 bandes où chaque sujet est une manière pour vous d'en savoir plus sur vous. Mais je crois que comme tout auteur, en réalité, on raconte toujours la même chose. Et Madame Bovary, c'est moi, c'est toujours la même histoire. On parle au bout du compte de soi-même. On va vers les choses qui nous attirent parce qu'on s'y reconnaît. Et même si on pense parler de quelqu'un d'autre, on y met de soi, on parle de soi, de ce qui nous intéresse. Donc oui, bien sûr, finalement, en puzzle, on fait un autoportrait. C'est complètement narcissique. 3 livres aussi, les 3 livres que vous avez choisis, qui sont des livres de non-fiction. Benoît de Groult, c'est un essai. Anne Goscinny, c'est un essai autobiographique, je dirais. Oui. Et Maus, c'est également un essai autobiographique / historique / de non-fiction. Quel est votre rapport au roman ? Est-ce que vous êtes plus facilement ému, bouleversé par la non-fiction que par du roman ? C'est une bonne question, et d'autant plus que j'ai pas du tout pensé à ça quand j'ai choisi ça. C'est assez drôle, ça, ouais. Je crois que petit à petit, oui, je suis plus touchée par la non-fiction. J'ai lu beaucoup de romans, et puis moi-même, j'ai commencé par faire des bandes dessinées de fiction. C'était vraiment ce qui m'intéressait le plus, être libre. Et puis souvent, la fiction est plus réelle que la réalité. Hein. Mais il arrive aussi que la réalité soit plus folle que la fiction. Et c'est plutôt là que ça m'intéresse. C'est-à-dire que toutes les héroïnes sur lesquelles j'ai travaillé, je les trouve plus incroyables que tout ce qu'on pourrait imaginer. Et c'est ça qui m'impressionne. Mais je trouve que Maus en est vraiment l'exemple le plus frappant. Est-ce qu'on aurait pu imaginer une histoire pareille ? Est-ce qu'on aurait pu imaginer la Shoah comme ça et puis le rapport père-fils, la mère qui se suicide. Enfin, on aurait voulu l'inventer, on se serait dit c'est vraiment trop là. On n'y croit plus, on va même plus pleurer. C'est d'ailleurs le problème de certains films ou certains ouvrages ou certains romans où il y a juste la frontière qui est un peu trop, qui fait qu'on n'y croit plus. Alors que dans la réalité, eh bien, on ne peut pas se rattraper à ça. On se dit, non, en fait, même si c'est mal fait, c'était quand même vrai. Et ce côté réalité, ce côté pouvoir à la fois maléfique des humains est tout aussi fort que celui qui est divin. Hein. C'est dans les deux sens. Mais je trouve que la réalité est éblouissante, en fait. Et j'adore travailler sur ce matériel de la réalité. Oui, j'ai une toute dernière question qui va nous ramener en fait comme une boucle à Maus. À un moment dans Maus, Art Spiegelman, donc, qui se met en scène en train de parler à son père et de réfléchir à la BD qu'il veut faire sur l'histoire de son père, il dit « La réalité est bien trop complexe pour une BD, il faut tellement simplifier ou déformer ». Alors ça, c'est très intéressant. C'était tout le débat avec Benoît de Groult. Elle m'a dit, oui, tu vas simplifier ma pensée dans des bulles et ma vie dans des cases. Oui. Et alors, on était au mois de février dans un restaurant
Et en sortant du restaurant, elle a mis sa doudoune et elle m'a dit « Ah, avant j'avais un manteau de fourrure, mais c'était quand même lourd et ça c'est plus léger, la doudoune. » Alors je lui dis « Mais tu vois, vous voyez, Benoît de Groux, la doudoune est au manteau de fourrure, ce qu'est la bande dessinée à la littérature. » C'est tout aussi chaud et un peu plus léger. Parmi ces 3 livres, donc Le bruit des clés d'Anne Goscinny, Ainsi soit-elle de Benoît de Groult et Maus de Art Spiegelman, lequel, à votre avis, conseilleriez-vous de lire le plus urgemment ? Alors ça, c'est une mauvaise question parce que je vous répondrai ce soir, mais à qui, comment, pourquoi ? Voilà, tout dépend. D'abord, il faut faire un petit diagnostic ou l'état des lieux. Avant, voilà, on peut pas... Il n'y a pas un livre définitif, je pense. Et d'ailleurs, j'aurais pu en choisir 3 autres aussi. Hein. Ça, c'est peut-être ceux que j'embarquerai sur une île déserte, éventuellement. Mais et encore, ça dépend. C'était aussi mon état d'âme à ce moment-là. Le travail que je suis en train de faire aussi en ce moment. Il y a tellement de choses qui nous construisent. Il y a tellement de moments aussi pour les lire. Hein. D'accord. Merci beaucoup, Catel. Merci, Clémentine. Vous venez d'écouter Catel, et les 3 livres recommandés sont Ainsi soit-elle de Benoît de Groux et Le bruit des clés d'Anne Goscinny, tous les 2 publiés chez Grasset, et Maus d'Art Spiegelman chez Flammarion. L'entretien a été mené par Clémentine Golzal et il a été monté par Mayel Diallo. Iris Ouedraogo était à la coordination, Pauline Thompson a composé la musique et Jean-Baptiste Aubonnet a fait le mix. Le Book Club est un podcast de Louis Média que vous pouvez retrouver sur notre site louismedia.com et sur toutes les plateformes d'écoute. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à laisser des commentaires sur Apple Podcasts. C'est la meilleure manière de nous soutenir. À très vite. Et le Book Club, c'est aussi un club de lecture pour discuter en personne des livres évoqués dans le podcast. Le prochain, c'est le 17 septembre et on y parlera de Maus d'Art Spiegelman au siège de Spotify à Paris. La conversation sera animée par Maud Ventura et vous pourrez rencontrer l'équipe de Louis. On espère vous y voir nombreuses et nombreux. À très vite.